Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron, avec cette intervention, a voulu couper court à une polémique naissante? Il a été clair, hein, il faut mettre des règles, mais pas de suspicion particulière concernant les chômeurs. Une fois de plus, si vous voulez, Emmanuel Macron essaye de faire autrement que ce que le politiquement correct lui impose. C'est-à-dire que chaque fois qu'on annonce effectivement des mesures, parce qu'elles existaient déjà, même celles qui sont annoncées, oui, qui ont été dévoilées dans le canard, François Rebsamen, ministre du Travail c'est une reprise de mesures existantes, mais durcies, c'est-à-dire dans les délais, dans les montants, des éventuelles baisses des allocations, des choses comme ça, si vous voulez. Mais c'était à peu près le même canevas. Il y a 2-3 choses en plus, on le verra après sans doute. Donc, qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? Dès qu'on parle d'éventuelles fraudes des chômeurs, il y a une levée de bouclier. Ce qui peut se comprendre, parce que évidemment, on peut pas penser, c'est difficile de penser que celui qui a perdu son emploi dans un endroit perdu où il n'y a pas grand-chose d'autre, etc., est quelqu'un qui profite de la situation. Ça, c'est un peu difficile à entendre, même si, en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à admettre, c'est que dans toute cette masse de chômeurs, la plupart d'entre eux sont des gens qui subissent le chômage, qui essayent, qui veulent retravailler. Oui, il y a seulement 14% non, attention. De fraudeurs, hein. Oui, mais non, mais c'est dans les contrôles qui ont été faits. Les contrôles, oui. Voilà, on dit il y a eu 14% de sanctions, mais il y a eu très peu de contrôles, très peu. Vous savez bien qu'il y a eu quelques centaines de contrôles sur les millions de millions de chômeurs. Il n'y a qu'une centaine de contrôleurs. Donc on fait comme si c'était un sondage. Vous savez, non, c'est pas la même chose. Conclusion, effectivement, il y en a 14% sur ceux qui ont été contrôlés, 14% qui ont été sanctionnés. Donc ils en concluent, il y a 86% des chômeurs. Bon, ça, à supposer que ça soit comme un sondage, que l'échantillon des contrôlés corresponde à toute la totalité des chômeurs. Donc c'est un petit peu plus compliqué, d'autant que la sanction n'intervient pas tout de suite, si vous voulez. On dit, on vous donne, il y a eu des tas d'exemples qui ont été donnés, on vous donne une deuxième chance, on a découvert, est-ce que vous cherchez vraiment? Non, combien de fois? J'ai pas noté, je sais pas, etc. Et donc, les personnes chargées du contrôle démontre une certaine indulgence, une certaine compréhension, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas condamnable. Bon, ben voilà. Alors, Philippe Pascaud n'est pas d'accord, apparemment. Non, je suis désolé, Hélène, mais ça se voit qu'il y a longtemps que vous avez pas été au chômage. Mais je ne cherche pas votre approbation. Non, mais vous l'aurez pas, parce que ça risque pas sur ce sujet-là, parce qu'on voit que vous connaissez pas votre sujet. Ça démarre bien. Et vous connaissez quoi? Pardon, excusez-moi. Ça m'en veux pas. Moi, j'ai 2 enfants j'ai 6 enfants. Sur 6 enfants, il y en a quelques-uns qui ont eu affaire à Pôle emploi. Je peux vous assurer que les contrôles, dès qu'ils étaient contrôlés, qu'ils n'avaient pas reçu un mail qui avait été envoyé, je dis bien qu'ils n'avaient pas reçu un mail qui était envoyé par Pôle emploi, le jour d'après, ont supprimé leurs indemnités. Alors quand vous dites qu'ils sont indulgents, c'est faux parce que c'est interdit, c'est pas le jour d'après. Mais me dites pas que c'est interdit. C'est pas vrai. Hélène, me dites pas que c'est interdit, je l'ai vécu. D'accord, mes enfants l'ont vécu. Donc, me dites pas que c'est interdit, du haut de vos machins. C'est comme ça que ça se passe à Pôle emploi aujourd'hui. Aujourd'hui, à Pôle emploi, madame. N'adoptez pas ce non, Philippe, c'est pas le jour d'après, c'est le mois suivant, en général. Le mois suivant, non, ce n'est pas le jour d'après. Non, parce que ça m'est arrivé. Moi aussi, j'ai été à Pôle emploi, ça m'est arrivé 2 fois. Il y a de la mansuétude. Dire que les contrôles... Mais on laisse une chance, absolument. Dire qu'aujourd'hui, un sondage sur des contrôles de 14% ne reflète pas la réalité, ça veut dire que tous les sondages qui nous disent aujourd'hui, par exemple... C'est pas un sondage, c'est un contrôle, c'est pas la même chose. Que M. Macron est en hausse, c'est pas vrai non plus dans ces cas-là. Donc un sondage, c'est un sondage. Il y a 14% de personnes. Ce n'est pas un sondage. Et tout le monde le dit, il y a à peine 14% des gens qui fraudent au niveau du chômage. C'est même sans doute un petit peu moins. Les types qui cherchent du travail, ils sont pas là pour frauder, ils sont là pour chercher du travail. Encore une fois, je suis malheureux par rapport à ce qui est en train de se faire, qui est uniquement de la communication pré-réveillon. Jean-Christophe Gagnon. C'est justement ce qu'on n'attendait pas d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a eu la séquence où Macron l'enchanteur a un peu signé, vous rappelez-vous, sur France Télévisions, avec une image très dorée, à 20h un dimanche soir, la trêve. La trêve des confiseurs. Maintenant, on va partir, c'est le moment où tout le monde doit se rassembler, il y a une fête, on doit se retrouver en famille, c'est le temps de la paix. Il est allé un peu dire l'inverse déjà en Afrique, où il est devenu un président chef de guerre qui a demandé aux soldats des résultats, des victoires. Et puis là, il replonge dans la politique nationale au moment où on l'attend pas. Et ce qu'on vient d'avoir là à l'instant, c'est-à-dire qu'un vrai débat sur les enjeux et les mesures du chômage, au moment où on s'y attend peu, c'est-à-dire juste après Noël, avant les fêtes de fin d'année, on comprend pas très bien pourquoi. Sur la base de fuites où il n'y a pas grand-chose de décrit, c'est simplement fuite prévue, organisée ou pas organisée, peu importe. On a là une circulaire séquence du directeur de cabinet de la ministre du Travail. Exactement, mais une séquence de communication qui vient se loger au moment où justement lui, depuis les pistes de la Mongie, il fait une visite près d'une pâtisserie et raconte à ce moment-là qu'il faut durcir finalement à la faveur de bons résultats du chômage. C'est ça la base du support de communication.
c'est les bons résultats du mois de novembre, fait un pronostic en même temps disant que dans 18 ou 24 mois, ça ira bien mieux, mais pour autant... Oui, le pronostic, il le fait dans son interview à El Mundo. Oui, il ne le fait pas hier à Bayard Bigorre. Mais comme pour quelqu'un qui lit tout, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il ne lit pas ces deux séquences de communication. Et là, il replonge là où normalement c'est Édouard Philippe, la ministre du Travail, qui viennent taquiner finalement les enjeux nationaux. Je ne comprends pas très bien pour le coup, même si c'est quelqu'un qui est un magicien pour l'instant de la communication, de la saisie de l'instant jusqu'à aujourd'hui. Là, à ce moment-là, et ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire ce débat assez fort, qui va se dérouler dans les familles, qui va se dérouler entre amis pendant cette période-là, parce que vraiment, ça pose une vraie question sociétale en France. C'est compliqué à comprendre. Alors, une question que je voulais poser à Dominique de Montvalon. Il parle de rigueur, le président. Il assume, il va carrément sur le terrain de la droite, qui va donc avoir du mal à être critique. Il lui coupe l'herbe sous le pied. Et les Républicains, ils sont aux abonnés absents. On ne les a pas entendus, ni sur LCI, ni sur TF1, sur d'autres chaînes. Ils ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'un de leurs objectifs était de constituer, ça va nécessiter un certain effort de leur part, un contre-gouvernement. Il n'est pas encore constitué. Et le fameux shadow cabinet que prépare Laurent Wauquiez. Mais bon, alors, pour les Républicains... Oui. Donnons-leur, on ne va pas se donner, donnons-leur un peu de temps pour qu'ils affinent leurs réponses. Ce qui est sûr, c'est que globalement, la politique d'Emmanuel Macron sur bien des terrains, sans être nécessairement être taxé d'une politique de droite, les met complètement en porte-à-faux. Bon, ça, c'est une évidence. Ce qui est intéressant par ailleurs, parce qu'il y a deux aspects dans votre remarque, c'était la réutilisation du mot rigueur. Le retour en force, assumé, tranquille, dérangeant, du mot rigueur. C'est de la sémantique de droite, ça. Est-ce que la rigueur, c'est un mot de droite? Alors attendez, quel est le contraire de la rigueur? C'est le laxisme, non? Je me trompe ou pas? Alors attendez, moi je ne taxerai pas la gauche d'une politique laxiste. Quand on parle de rigueur, on parle de rigueur au sens MEDEF-Gattaz. Ah ben ça c'est votre... La rigueur n'est pas seulement la droite. Je sens que nous allons avoir pendant 2 heures, et c'est normal, vous êtes cohérent avec vous-même, cette déclinaison sous différentes formes. Bon, on ne pourra pas dire une chose sans que ce soit le MEDEF... Non, je ne dis pas ça. Ah si, c'est ce que vous dites. Vous avez commencé, vous avez continué. La droite n'est pas le monopole du cœur. Je pronostique pour les téléspectateurs 1h30 sur ce sujet. Là, vous avez raison. À votre initiative. Jean-Christophe. Là, vous avez raison, c'est que les seules réactions que j'ai pu avoir sur l'espace de droite aujourd'hui, et hier soir en particulier, c'était... incroyablement, il va trop loin. Tout ce qu'il est en train d'annoncer existe déjà. L'arsenal, finalement, législatif existe déjà. Donc, en fait, en réalité, notamment des gens qui avaient fait ça avec Sarkozy à l'époque, disent, mais ça n'a pas été mis en action. Ce que lui, d'ailleurs, commente avec l'affaire du Mundo, c'est-à-dire finalement ce qu'il déclare aux Espagnols. En gros, on a été trahi pendant 30 ans, c'est cet argument des 30 ans en ce moment, par les gens qui ont précédemment gouverné. Ils n'ont pas appliqué ce qui avait été voté. Donc, à la fois, il dit, ça existe, et d'ailleurs la droite dit presque à la limite, vous allez trop loin, Monsieur Macron. Hier soir, c'était un peu ça, c'était très discret, mais il y a eu quelques députés, qui l'ont dit de manière isolée, et donc d'où l'embarras. C'est plaisant. D'où l'embarras, mais la droite dit, il va trop loin, parce que ça existe déjà, et quelle est la raison de ce dépassement, si je dirais, de la législation? En même temps, Emmanuel Macron n'a pris personne en traître. Regardez, c'est Fabienne Amias qui a sorti ce document. Regardez, ces mesures de durcissement étaient en fait dans son programme de candidat. Hein. Donc ce n'est pas vraiment une surprise. Ouais. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est ça, Maxime. Il fait croire qu'il fait ce qu'il dit. Parce que tout son programme, je voudrais qu'il n'a pas appliqué. Je reviens encore à un truc le casier judiciaire vierge pour être élu, c'était dans son programme, page 27. J'attends toujours qu'il l'applique. Hein. Ouais, ça, c'est encore un autre sujet, Philippe. Là. Ah, mais c'était dans son programme. Oui, d'accord. C'était dans son programme. Hélène Dominique de Montvalon. Je ne sais pas d'où vient la fuite du canard enchaîné. Moi non plus. Moi non plus. Non mais alors allez-y. Il y a un truc. Non mais je vous écoute. Vous avez visiblement, il va falloir que je me cale un peu parce que vous avez. Non mais apparemment, Philippe Pasqua a ses entrées à l'Élysée. C'est un peu marrant. Rappelez-vous, il y a quelque temps, il y a eu des fuites. Le jour d'après, il y avait une chasse à la sorcière dans tous les ministères pour savoir d'où venaient les fuites sur le code du travail. Et là, bizarrement, il n'y a rien. Vous vous rendez compte que c'est quand même un document qui a été adressé au directeur de cabinet. C'est à un très haut niveau. Donc moi, s'il y a une fuite, à mon avis, elle est à très haut niveau. C'est soit le président, soit en dessous. Hein.
Bon, ok, c'est le président qui a fait la fuite, dont acte. Dominique. Non, mais je vous aime bien, mais Moi aussi, je vous adore. Nous sommes mal partis. Dominique, franchement, je reviens au débat qui s'engage. Je n'ai pas un débat avec vous personnellement. Je dis, quelle que soit la nature, quel que soit le responsable de la fuite, ce qui est intéressant, ne tombons pas dans le panneau, ce qui est intéressant, c'est qu'il a immédiatement, qu'il en soit lui-même, directement ou indirectement l'auteur, ou que ce soit quelqu'un d'autre, ou même un dirigeant syndical. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a nourri, par son intervention à Bagnères de Bigard, un débat dont il souhaite deux choses: qu'il s'amplifie, et deuxièmement, dont on s'apercevra, et là, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais enfin, peu importe, c'est pas entre nous deux que se joue l'avenir du pays, Dieu merci, je dis ça pour moi, hein. Mais dont on s'apercevra en réalité qu'on a fait monter les enchères, mais c'est un grand classique, puisque vous parlez de classique politique, on fait monter actuellement les enchères au maximum. Quelles ont été les premières réactions éditorialisées? La chasse aux fraudeurs, etc., etc. Bon, et on va s'apercevoir le flicage du le débat de fond est engagé, y compris sur la réforme de la formation professionnelle, qui serait une véritable révolution, on s'apercevra que cette affaire-là va se dégonfler. Il y a donc une habileté politique de quelqu'un qui impose un thème. Nous sommes d'accord. Voilà. J'ai pas attendu longtemps pour qu'on arrive. Il impose un thème pour qu'on discute du thème, et on s'apercevra que il ne faut pas rester fixé là-dessus. Dans quelques temps, c'est autre chose qui va se jouer, notamment sur le terrain de la formation. Est-ce qu'on peut accuser, franchement, comme Corbière, que c'est véritablement sérieux, encore une fois, Macron, d'être le président des riches? En tout cas, il leur donne une occasion extraordinaire d'entrer et de revenir dans le débat. Bon, alors franchement, est-ce qu'il n'est pas un peu injuste, Emmanuel Macron, avec François Hollande? Il a quand même travaillé à ses côtés à l'Élysée, il a été un de ses principaux conseillers, il a été ministre de l'économie. Formule là-dessus. Hein. Mentez. Pourquoi lui taper dessus comme ça, cette récurrence? Parce que ça évite de ça. Il éloigne le sujet, il allume un contre-feu. Je rappelle quand même que côté trahison, il se porte un peu là. En plus, moi, je trouve ça un peu agaçant qu'un président de la République qui communique pas en France va communiquer dans un journal espagnol pour dire des choses aux Français. Là aussi, j'ai un malaise. Je ne sais pas qui. Mais attendez, il est dans son droit de donner des interviews dans des quotidiens il est président de la République internationaux. Et Hélène le soulignait tout à fait. Il est tout le temps président de la République en France, et il va donner une interview à un journal espagnol pour parler de... Alors, il a été élu par El Mundo personnalité internationale de l'année. Non, mais c'est possible. Je pose le problème. Pourquoi aller donner une interview à un journal espagnol? On n'a pas. Il était tout près. Il est tout près. À la Mongie, il est tout près d'Espagne. Oui, il l'a donné quelques jours avant l'interview. Mais il savait peut-être qu'il allait. Oui. Excusez-moi, mais maintenant je l'affirme, et je vais l'affirmer constamment. Ce personnage ment constamment. Il est dans la... C'est mon opinion personnelle. C'est votre opinion personnelle qui résume à peu près ce que vous direz au cours des 2 heures. Voilà. Mais c'est vrai. Il ment, donc pas besoin de discuter. Sur El Mundo, il a une vraie stratégie. Alors, il est évidemment en train de travailler pour la France, on ne peut pas en douter. Mais l'installation d'une marque personnelle au niveau international, donc une marque diplomatique, c'est vraiment une stratégie qu'il a immédiatement mis en place. Rappelons-nous de l'arrivée de Poutine, comment il le traite, le 14 juillet. Oui, il tient ce leadership international. Exactement, il fait Trump, mais Trump parce que c'est Trump, parce que ça lui ouvre une audience internationale. Si on fait le 14 juillet entre nous, c'est pas pareil que si on met Trump à la tribune. Donc il est dans une stratégie qui est à la fois diplomatique, une nouvelle diplomatie, mais en même temps il installe sa marque internationale. Encore une fois, là aussi, un papier, alors qu'il est effectivement à la Mongie, c'est de l'autre côté, c'est pas très loin, mais aller parler aux Espagnols de la France, mais un petit peu d'eux aussi, c'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu ce qui se passe, qu'il a parlé aussi de l'Espagne dans l'interview, c'est quelqu'un qui s'occupe et qui veut affirmer un leadership en Europe dans un contexte qui est particulier, un peu troublé, le Brexit, Madame Merkel qui est en difficulté, donc il profite de cet instant. Donc il est à la fois toujours entre l'enjeu français, la défense évidemment des intérêts français certainement, on l'espère, et en même temps sa marque personnelle qu'il est en train d'installer au niveau international. Ça, c'est vraiment la raison du El Mundo pendant cette période. Là, on peut mieux le comprendre. L'agilité internationale d'Emmanuel Macron. Il a été, par ailleurs, en couverture du Time en novembre, en tant que prochain leader de l'Europe. Dit économiste également, souvenez-vous, il marchait sur l'eau. Parce que ce jeune président, effectivement, c'est ce qui fait que comme ça, il y a une certaine admiration à l'extérieur. Alors, il n'est plus si jeune, il a eu 40 ans. Il a eu 40 ans, c'est vrai. Maintenant, il est quadra, c'est fini. C'est un quadra. C'est fini. Mais c'est vrai, au moment
moment où l'Europe était un peu déliquescente, où il y avait des doutes partout, des désirs de boycotter l'Europe, de sortir de l'Europe, je ne refais pas tout le programme des anti-européens actuels et des doutes envers l'Europe, mais lui, il apparaît comme quelqu'un qui va redonner l'élan à l'Europe et qui va être c'est très très important pour l'économie mondiale, c'est très important pour les relations avec les autres pays, et donc on lui rend hommage à ce niveau-là, mais c'est quand même son rôle. Il ne peut pas se contenter d'être là, de parler aux Français. C'est comme le président de la République, c'est quelqu'un qui est là aussi pour avoir une action à l'extérieur de la France et en particulier à la tête de l'Europe. On sent bien qu'il y a une stratégie personnelle. Oui, c'est clair. Ah bah oui, il a de l'ambition. Il a de l'ambition, c'est pas un scoop. Non mais c'est pas une critique. On a tous compris. C'est pas une critique. Et puis les effets certainement sur la France sont intéressants. On est bien d'accord. Alors, mesdames et messieurs, dans cette interview, Emmanuel Macron dit s'attendre à des résultats significatifs au bout de 18 à 24 mois. Est-ce qu'il n'est pas en train de se hollandiser finalement, en donnant des objectifs précis sur le chômage? Ça peut être piégeux. Très honnêtement, je suis sûr que ça va aller mieux. Si à l'arrivée, les résultats ne sont pas là, souvenez-vous, Hollande, on a fait les frais. Hein. Non, très honnêtement, moi je suis sûr que ça va aller mieux en France. Hein. Vous inquiétez pas. Globalement, ça va aller mieux. Tout le monde va avoir 3 petits travails, mal payés et pas syndiqués. Mais globalement, ça va aller mieux. On va pouvoir dire que la France va mieux. Tout le monde aura un petit travail. Tout le monde aura un petit salaire. Les syndicats n'existeront plus. Il est en train d'ubériser les populations. Mais globalement, vous allez voir que la communication va être « mais la France remonte, la croissance revient si ». Mais la croissance va revenir pour certains. C'est un peu caricatural quand même. Hein, mais je suis toujours caricatural. Mais malheureusement aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui caricature comme M. Macron, on est aussi obligé de caricaturer dans l'autre sens. Parce que là, ce qu'il nous fait, c'est de la caricature. Quand il attaque uniquement les petits chômeurs et qu'on ne s'occupe pas de la fraude fiscale, comme il s'en occupe. Parce que j'aimerais bien qu'il embauche du monde, comme il a dit qu'il allait embaucher du monde pour contrôler les chômeurs. Est-ce qu'ils embauchent du monde pour contrôler les gens qui fraudent? Il y en a eu beaucoup qui ont été embauchés sous le dernier quinquennat. Il y a une banque qui a détourné 1,6 milliard. 1,6 milliard. La seule condamnation qu'elle a, c'est 300 millions d'amendes. Et en plus, il n'y a même plus de poursuite pénale. Parce que là, sur les entreprises, on ne supprime rien, il n'y a même plus de poursuite pénale. J'aimerais que M. Macron mette autant d'énergie à s'occuper de ce genre de problème qui ramène de l'argent que de taper après 14% à peine des petits chômeurs qui malheureusement, c'est pas bien de leur part, truandent sur leur chômage. Ce qui est très nouveau, c'est qu'il devient commentateur. Pronostiqueur, commentateur. Il avait dit, je suis un président acteur, je suis quelqu'un qui est éventuellement stratège, qui donne l'action. Et là, c'est la première fois, d'ailleurs, où il rentre dans le côté pronostic. C'est vraiment, pour le coup, ce que vous soulignez, et vous avez raison de le souligner, il prend un petit risque quand même si c'est un risque... Le pronostic, c'est pas du commentaire. Juste après, il commente quand même. Dans le mouvement, il commente, il raconte ce qu'il a fait, il explique ce qu'il a fait. C'est la première fois qu'il revient en arrière comme ça. Et il l'a refait dans la séquence Noël, encore une fois. Ma question, Dominique, c'est faire des pronostics justement. Est-ce que c'est pas piégeux? Non, ça me paraît normal. C'est ce qu'on attend d'un président qui fixe quand même des échéances. Hein. Il invite les Français à de telles modifications de comportement, de choix. Il espère les amener collectivement, les uns avec satisfaction, voire enthousiasme, et d'autres fatalistes. Inverser la courbe en 18 mois, c'est peut-être un peu court, si je peux me permettre. Ce ne sera pas l'inversion de la courbe. Il a quand même gardé ce magnétisme qui consisterait à utiliser la formule de Hollande. Il annonce qu'il y aura du mieux. Effectivement, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y aura effectivement. Enfin, vous avez accompagné ça d'une description quasi apocalyptique, mais bon. Non, ça va aller mieux. Vous savez oui, pour certains. Mais c'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a deux choses aujourd'hui en France, enfin dans la psychologie politique. Le premier, c'est que ceux qui sont, y en a qui voient de façon positive, voire enthousiaste, enfin pour une petite minorité, les mutations que souhaite conduire Emmanuel Macron, et d'autres sont sceptiques, sont opposants, ou même si vous permettez, je vous le dis en face, je pense que vous le revendiquez, ont une allergie telle pour à la fois le personnage, sa démarche et ses logiques, que de toute façon, quoi qu'ils disent, vous n'arriverez pas à trouver quoi que ce soit qui puisse être, entre guillemets, sauvé. Vous nuisez, si je puis me permettre, vous nuisez à votre cause par cet excès, par cette outrance. On l'a déjà fait, c'est pas de l'outrance, c'est des constats. Bonjour, rebonjour, bienvenue dans la médiasphère. Jusqu'à midi, nous allons revenir sur Emmanuel Macron. Et oui, surprise, Emmanuel Macron élu personnalité de l'année, selon une enquête IFOP fiduciale pour Paris Match. Macron à égalité, tenez-vous bien,
avec le pape. C'est intéressant le panneau que vous venez de montrer, là, parce qu'il est à égalité avec le pape et vous l'avez mis sur le podium numéro 1, là, c'est aussi symptomatique. Mais regardez, 33-33 et bizarrement le pape est numéro 2. Là aussi, il y a une petite erreur. C'est vrai. Je bats ma coulpe. Mais attendez, comment mais moi médaille d'or et le pape, médaille d'argent. Autour de cette table. Très bonne remarque. Excusez-moi, j'ai un peu l'œil, même si je suis un peu radical, excusez-moi Dominique. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Mais aujourd'hui, monsieur Dassault, il doit être vachement content. Le propriétaire de Paris Match. Je l'ai dit, c'est un bon produit. Monsieur Macron, personnalité de l'année. Non, mais il a fait avant ou après la boulangerie? Parce que c'est important par rapport au sondage. Et le deuxième petit truc, mais moi je deviens. Dominique de Montvalon. Je propose un truc vachement simple. Oui. Puisque je vais dire un truc. Allez, on est à LCI, j'espère que ça va être repris. Moi, je propose à tous les Français, et regardez-moi, écoutez-moi bien, le 31 décembre, faites-moi plaisir. Prouvez que vous aimez Macron en regardant ou en ne regardant pas son allocution télévisée. On verra si l'ensemble des Français... Vous m'habillez que ça fera un carton d'audience. Mais c'est possible, parce que malheureusement, les gens vont vers le plus simple. Mais moi, avoir un sondage qui me dit que Macron est la personnalité de l'année aujourd'hui, excusez-moi, Paris Match, l'IFOP, je rigole. Non, mais c'est pas une